Bonsoir tout le monde, on va commencer. Alors, le stream de ce soir, on va visionner la vidéo qui dure 50 minutes. Une vidéo qui dure 50 minutes de la team de Charlie Danger. Parce que vous étiez très nombreux à me notifier la publication de cette vidéo dans les commentaires des dernières vidéos que j'ai publiées. Et donc, on va la visionner ensemble, quoi. Ok? Bonjour joueur rétro, bonjour Elgato, bonjour La Puissance, bonjour Pirate. Bon, ça va. On va commencer tout de suite. Je vous enlève les trucs inutiles à l'écran, ok? Alors, j'ai vu hier soir la vidéo de Charlie Danger. Tout ce que je vais dire pendant ce stream, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo que j'ai publiée il y a un certain temps déjà, il y a plus d'1 an, je pense. Je vais vous la montrer. J'ai publié il y a 2 ans. La beauté est-elle objective, intemporelle, standard de beauté, plusieurs époques de l'histoire? Ok. Tout ce que je vais dire pendant ce stream, qui va peut-être durer un peu plus d'1 heure, est condensé dans cette vidéo qui a plus de 2 ans et qui dure 8 minutes, ok? Donc, je vais simplement répéter ce que j'ai déjà dit, quoi. Voilà, c'est tout. Je vous l'annonce. Hein. On va lancer la vidéo de Charlie Danger, ok? Je vous enlève ça à l'écran. Je vais mettre la vidéo de Charlie Danger. On va la mettre en 1,5. Je vais vous enlever, je pense, je vais vous cacher l'image. Je vais juste mettre le son. Je vais la mettre en 1,4, 1,5, parce que la vidéo elle dure quand même 50 minutes, quoi. Donc si je mets en 1,5, ça va faire 30 minutes de vidéo. Un peu plus de 30 minutes, quoi. Ok. Et je vous mets à l'écran aussi, par-dessus l'image, des sous-titres pour accrocher votre attention. Allez, une seconde. Redimensionne tout ça. Pour ça, Risitas 4 Ouais, on va démarrer, ok. Est-ce que vous avez remarqué à quel point nos générations semblent focalisées sur la beauté? Comme la plupart des personnes de mon âge, je suis sur Instagram. Et comme la plupart des personnes de mon âge, je suis abonnée à des comptes de femmes, que je suis en partie parce que je les trouve très jolies, et que j'éprouve une sorte de fascination hyper étrange pour elles. Alors vous pouvez me juger si vous voulez, mais je pense que c'est une expérience assez commune aujourd'hui, dont on parle pas forcément, et qui traduit un phénomène un peu plus général. La beauté est un capital survalorisé dans notre société actuelle. Et en particulier, la beauté féminine. Il suffit de... Est-ce qu'elle est survalorisée? Je ne suis pas sûr. Hein. En fait, la beauté, c'est un critère, parmi tant d'autres, un critère qui nous permet d'évaluer la valeur d'une personne qu'on a en face de soi. Est-ce qu'on lui accorde de l'importance ou pas? Qu'est-ce que la valeur d'une personne? J'ai déjà dit dans une très ancienne vidéo de l'autre chaîne. Est-ce qu'on a envie de passer du temps avec elle? Est-ce qu'on la valorise? Est-ce qu'on la trouve agréable à regarder, etc. Et c'est un critère parmi tant d'autres, évidemment. Mais les autres critères que la beauté, par exemple, l'intelligence d'une personne, son statut socio-économique, son niveau de connaissance dans un domaine donné, et ces autres critères-là, qui ne sont pas de la beauté, demandent quand même d'être un minimum initié pour pouvoir l'apprécier. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le monde médical, les médecins, ils ont des spécialités. Cardiologues, ophtalmologues, chirurgiens cardiaques, neurochirurgiens, etc. Les personnes qui sont non initiées au monde médical, si on leur demande c'est quoi les meilleures spé médicales, ils vont vous dire chirurgien cardiaque, neurochirurgie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à chirurgie plus des organes nobles, le cœur, le cerveau. Alors que je peux vous dire un truc, c'est que pour les personnes qui sont initiées dans ce domaine, ces spé-là ne font pas rêver, quoi. Ces spé-là ne font pas rêver. Par exemple, les gens qui sont initiés vous diront plutôt que les têtes dans le monde médical, ce sont plutôt les néphrologues, les médecins internistes. Mais bon, vous demandez ça à des gens non initiés, ils sauront même pas, ils savent même pas ce que c'est qu'un néphrologue ou un pathologiste. Alors que la beauté, c'est quelque chose qui est quasiment automatique, quoi. Peu importe votre niveau de QI, d'instruction, d'éducation, vous arrivez à évaluer la beauté d'une personne. Ça demande très peu de neurones, quoi. Donc, est-ce que c'est survalorisé? La beauté, c'est surtout le critère qui est compréhensible par tout le monde, en fait. Allez, on continue. Constater le nombre de marques, de publicités, de contenus, de représentations qu'on rencontre au quotidien. La beauté est partout, la beauté inonde notre vision du monde. Et on peut penser le sujet comme futile ou sans importance, mais l'expérience du quotidien et Wikipédia disent le contraire. Selon certaines études scientifiques, les personnes jugées attirantes seraient payées 10 à 15% de plus que les autres. Les personnes considérées laides souffriraient plus de dépression. Les peines de prison des personnes dites laides sont en moyenne 20% plus lourdes que les autres pour exactement les mêmes crimes. Les personnes considérées comme attirantes sont perçues comme plus intelligentes et plus dignes de confiance. Selon ces études, il existe donc bien un privilège de la beauté.
Mais moi, ça m'intrigue. Comment est-ce que ces études au juste jugent la beauté et la laideur? On répète souvent que la beauté est subjective, mais ces études semblent au contraire montrer que bah c'est pas le cas. Mais alors existe-t-il du coup une beauté universelle sur laquelle la science s'accorde? Vous avez déjà certainement vu passer ces petites figurines qu'on appelle... Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous enlever ce titre pendant quelques secondes. Wow, c'est les figurines qui datent de la préhistoire avant l'écriture. Allez, on continue. Vénus préhistorique, et qui serait pour certains le symbole des canons de beauté préhistoriques en Mésopotamie, pour celle-ci par exemple. Une beauté généreuse avec des formes associées à des symboles de fécondité et qu'on pense souvent comme une représentation de la beauté idéale de cette époque. Bon alors, je vais répéter ce que j'ai dit dans ma petite vidéo de 8 minutes. Ce sont des sculptures avec lesquelles les auteurs n'ont pas laissé de message, ok? On ne sait absolument pas ce que les auteurs de ces statues voulaient représenter. Ça se trouve, ils voulaient représenter quelqu'un dont ils se moquaient dans le groupe dans lequel ils vivaient. Par exemple, la souffre-douleur de la communauté ou quelque chose comme ça. On ne sait pas en fait. On ne sait pas s'ils voulaient représenter la beauté, s'ils voulaient représenter quelqu'un qu'ils aimaient bien, mais qu'ils ne trouvaient pas particulièrement beau. On ne sait absolument rien. Je le répète. Charlie Danger va aussi le dire tout à l'heure. C'est de l'interprétation en fait. On ne sait absolument pas si avec ces statues, ils voulaient représenter leur idéal de beauté ou non. C'est comme si... imaginez, il y a des extraterrestres, ils arrivent sur Terre, ils voient les œuvres des auteurs de South Park. Voilà. Cartman, Kyle, Stan, etc. Les extraterrestres trouvent le personnage de South Park sans aucun autre message à côté et qui se disent ah tiens, c'est donc ça le standard de beauté des êtres humains. On ne connaît pas les intentions des auteurs. C'est ça ce que je veux dire. Allez, continue. Pourtant, on n'a absolument aucune idée si c'est le cas ou non. C'est une des hypothèses avancées, mais en discutant avec des préhistoriens, on se rend compte que il pourrait plutôt s'agir d'un mythe construit a posteriori par des personnes d'époque ultérieure pour qui ce type de corps était leur canon de beauté à eux et qui ont tout simplement transposé leur vision du monde sur celle de la préhistoire. Cependant, que ce soit les canons de ces époques ou de la préhistoire, une chose est certaine, c'est que ces figurines ne correspondent pas vraiment à nos standards actuels de beauté. Mais alors, comment ça se fait? D'un côté, on a certaines études qui nous disent qu'il existerait du coup des critères entre guillemets universels sur ce que représente la beauté, avec pour preuve le privilège de beauté qui existe, mais de l'autre, l'histoire nous présente des nuances excessivement diverses de ce qu'on considère comme beau. Alors, je vais vous répéter l'argument qui en fait contredit toute la vidéo de Charlie Danger. On ne peut pas utiliser des avis de personnes qui ont vécu il y a plus de 300 ans par exemple, pour les opposer au canon de beauté actuel pour dire que la beauté est subjective. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples chiffrés, quantifiés, qui sont très simples. Aujourd'hui, vous avez un smartphone à 8 h du matin dans votre lit, en 1 heure. 1 heure, c'est 3600 secondes, ok? 3600 secondes. Donc, dans 1 heure, il y a 360 périodes de 10 secondes. 360 périodes de 10 secondes. Vous allez voir où je veux en venir. Vous scrollez sur Instagram ou TikTok, vous regardez 360 contenus qui durent 10 secondes. Des photos, des vidéos, peu importe, ok? Potentiellement, s'il y a une personne qui apparaît sur chaque photo ou chaque vidéo, vous voyez passer devant vos yeux 360 visages d'êtres humains. 360 visages d'êtres humains. Si sur les photos et les vidéos, il y a 2 ou 3 êtres humains, vous pouvez très facilement atteindre les 1000 visages d'êtres humains en 1 heure. Vous voyez passer devant vous 1000 êtres humains en 1 heure. En restant dans votre lit avec un simple smartphone. Maintenant, imaginez à une époque sans Internet, sans télé, sans journaux, sans manga ou livres ou de bande dessinée pour des illustrations d'êtres humains certainement moins fidèles que la photo. Et voilà, quoi. Imaginez dans un monde sans Internet, sans télé, sans journaux, où 90% de la population ne sait pas lire, voire 99% même, si on remonte encore plus dans le temps, sans métro, sans école. Vous voyez combien d'êtres humains passer devant vous par jour? Sans tous ces médias. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on peut voir 1000 personnes passer devant nos yeux en 1 heure, sans sortir de chez soi. Je pense qu'il y a énormément de gens à l'époque, durant toute leur vie, ils ne voyaient même pas 500 visages, quoi. 70 ans de leur vie. Vous voyez? Et donc, ils n'ont pas les mêmes points de comparaison, tout simplement. C'est pour ça que utiliser les représentations du passé pour essayer de contredire les canons de beauté de 2025, c'est un argument qui ne marche pas, en fait.
Il y a 200 ans, on voyait passer devant nous moins de 1000 êtres humains au cours d'une vie. Et aujourd'hui, on peut faire ça en 1 heure. Avec un compte Instagram et un smartphone. Allez, on continue. Vous pouvez arrêter de regarder la vidéo de Charlie Danger, en fait. Juste après vous avoir dit ça. Allez, on continue. La grande question demeure donc, est-ce que oui ou non la beauté est universelle? Ou au moins certains critères de beauté sont-ils universels? Mais surtout, pourquoi est-ce que nos critères de beauté changent autant et en permanence? Pour répondre à toutes ces questions, je vous emmène aujourd'hui au musée du Louvre en toute intimité afin de retracer ensemble notre vision du beau avec des cas historiques très concrets et qui cachent beaucoup de secrets sur leur époque. Et pour commencer notre enquête, je suis donc au département des antiquités grecques du musée du Louvre, devant ces magnifiques statues en marbre de monsieur tout nu, hein. Ne vous inquiétez pas, j'y reviens juste après. On est donc au musée du Louvre parce que c'est le lieu parfait pour avoir un visuel sur quels étaient exactement les codes du passé, les codes de beauté. D'autant plus qu'ils viennent de créer en collaboration avec L'Oréal Group. Peut-être que les statues de l'époque gréco-romaine représentent ce qu'ils considéraient comme beau, mais comme j'ai dit, c'était peut-être l'idéal parmi les 500 visages, les 500 corps qui vont passer, je parle des auteurs de ces statues évidemment, au cours de leur vie. Alors que nous, on voit 500 visages, 500 corps par jour, on a plus de points de comparaison. Je pense que si vous mettez entre les mains des auteurs de ces statues un smartphone, si on arrivait à remonter le temps, je pense qu'ils vont considérer que nos Instagrammeurs, nos Instagrammeuses sont beaucoup plus belles que leurs statues. C'est le fameux argument de la princesse iranienne dégueulasse, soi-disant désirée par tous nos contemporains. Oui, voilà. Peut-être que ces statues représentent ce qu'ils ont vu de plus beau au cours de leur vie, mais comme j'ai dit, ils n'en ont pas vu beaucoup en fait, comparativement à nous. Dans la vie. Allez, on continue. Un nouveau parcours qui durera environ 3 ans, donc ça vous laisse le temps si ça vous intéresse, autour de la beauté de ces rituels et de ces représentations, incluant notamment plus de 40 œuvres majeures expliquées sous cet angle. Je vous le précise pour toutes les personnes qui habitent Paris ou qui s'y rendent de temps en temps en visite, mais nous, on a pu céder de certaines œuvres de cette sélection qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais le parcours, qui s'appelle De toute beauté, est bien plus complet et absolument passionnant. Donc vraiment, n'hésitez pas. Parce que oui, comme vous vous en doutez, on va pas pouvoir là tout de suite maintenant traiter de toute l'histoire de l'humanité à travers le prisme de la beauté, etc. Ou bien du parcours du Louvre dans son entièreté dans cette vidéo. Donc on a décidé de faire un choix éditorial en se concentrant uniquement sur la beauté en Occident et de l'histoire européenne. S'il y a bien une légende qui instrumentalise la beauté et que tout le monde connaît a priori normalement, c'est celle de la guerre de Troie. Cette histoire fascine tellement que chaque époque se l'est réappropriée à sa manière, avec des versions parfois vraiment poignantes, vraiment extrêmement poignantes. Bon, je vous fais pas le topo, mais en résumé, l'histoire de la guerre de Troie, c'est avant tout l'histoire de Hélène, cette go, dont la beauté est telle qu'elle cause en gros une guerre, qui mène à la destruction de la ville de Troie. On pourrait donc partir du principe que si Hélène est la plus belle femme du monde selon les mythes grecs, elle représente probablement l'idéal féminin de l'époque. Alors, Hélène était la plus belle. Selon les mythes grecs, j'en suis pas sûr. Hein. Parce que les alliances politiques prennent évidemment en compte le critère beauté dans les unions entre les dirigeants. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi... est-ce qu'elle, on peut lui faire confiance parce que on fait déjà confiance à sa famille, quoi. Je sais pas, la famille royale d'Angleterre, par exemple. Entre eux, ils sont certainement plus beaux que la moyenne des Anglais. Le prince William et tout ça... si vous voulez, ils pourraient se taper des plus belles meufs encore, mais ils doivent maintenir une certaine image. Ils doivent se caser avec des personnes d'un certain statut socio-économique, qui ont un certain nom déjà. À l'époque de Hélène, il y avait d'autres critères que la beauté qui rentrent en compte, même si peut-être qu'Hélène était très belle, mais c'était certainement pas la plus belle de cette époque. Allez, on continue. Comment est-elle décrite dans les textes qui sont parvenus jusqu'à nous? Bon bah, plot twist, on va pas aller très loin. On a quelques récits qui nous disent qu'elle a des belles jambes, ou qu'elle a des cheveux blonds, ou blonds roux, selon les traductions. Mais même dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, bah en fait, il y a juste presque aucune description, à part qu'elle possède des bras blancs, et une longue robe, et des beaux cheveux. Voilà, démerdez-vous. C'est un peu décevant quand on se dit qu'une guerre entière a ravagé des populations pendant des années pour une histoire de beauté, et qu'on ne précise même pas à quoi ressemblait la meuf en question. C'est même carrément étrange en fait. Mais justement, l'absence en dit long. Ces 3 caractéristiques, à elles seules, nous en disent déjà beaucoup. On a les bras blancs d'une femme qui du coup ne sort pas de chez elle, contrairement aux hommes. On a une longue robe qui coûte un bras, littéralement, ça coûte cher le tissu. Et des beaux cheveux, dont on a le temps de s'occuper, contrairement aux travailleurs et aux esclaves. C'est d'ailleurs un truc qu'on retrouve aussi dans le mythe de Pandore, la toute première femme humaine. Vous connaissez un petit peu, je pense, c'est la Ève de la mythologie grecque en gros. Dans les récits qu'on a de son histoire, elle est décrite principalement par ses vêtements, par ses bijoux, par son voile décoré de 1000 broderies, pas par les traits de son visage, la forme de ses épaules ou que sais-je. C'est presque comme si pour les Grecs, la femme n'est belle que par ses parures et le statut social que son apparence renvoie. La beauté féminine serait alors un artifice associé à un savoir-faire spécifique, la mise en beauté. Les sources archéologiques et littéraires nous montrent d'ailleurs que ce caractère artificiel à la beauté féminine était une notion ancrée dans les mentalités et les pratiques. On utilise des cosmétiques pour la peau, on entretient ses cheveux, etc. Je vous avoue que là, ça nous avance. Alors oui, évidemment, bien s'apprêter, bien se coiffer, bien prendre soin de ses cheveux. Évidemment que c'est mieux que de ne pas être bien apprêté, être mal coiffé, etc. Mais ce n'est pas quantifié. Je ne prétends pas que moi, j'arrive à quantifier tout ça, mais quel coefficient à ça a par rapport à la beauté, entre guillemets, constitutionnelle du corps, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est plus, ce qui est nous, en dehors de tout apprêtement, de toute préparation.
Allez, on continue. Pas trop. Parce que c'est bien beau de savoir que la beauté féminine en Grèce antique, c'est surtout une question de comment est-ce qu'on se met en valeur. Mais ça ne dit pas grand-chose sur ce à quoi il fallait ressembler. En fait, pour comprendre, il faut aller voir du côté des philosophes et des savants. Ça sonne hyper chiant, mais vous allez voir qu'en fait, c'est assez déroutant et ça parle beaucoup. Par exemple, selon Platon, le beau est bon. C'est la qualité d'un objet ou d'un être qui lui fait remplir le mieux du monde la fonction pour laquelle il existe. En gros, une belle marmite, c'est celle qui fait le bouillon qui cuit parfaitement. Il y a une expression kalos kagatos qui résume cette aspiration à l'union du beau et du bon. Il s'agit donc d'être beau physiquement pour être paré des qualités morales associées. Donc, une femme idéale en Grèce, c'est la femme qui tient correctement le rôle que la société lui a assigné. Si on prend Athènes par exemple, qui est la cité grecque qu'on connaît le mieux aujourd'hui, le rôle de la femme est de tenir sa maison, de donner les enfants à son mari, d'être humble et modeste pour refléter l'honneur de la famille, et donc surtout de pas être trop visible. Il y en a même qui disent que le seul éloge qu'on peut faire à une femme, c'est qu'elle ne fasse pas parler d'elle. Ambiance, la place des femmes en Grèce antique, ça avait pas la incre, si vous voulez mon avis. Mais du coup, la beauté des femmes est associée à leur rôle, pas tant à des caractéristiques physiques, à proprement parler, même si pour nous, aujourd'hui, ça nous semble surréaliste. Parce qu'en réalité, un corps idéal pour les Grecs, eh bien, le twist, c'est celui des hommes. Mais attention, pas n'importe lequel. L'idéal, c'est par exemple lui. Donc là, pour le coup... Alors, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, juste une petite digression. Plus on remonte dans le temps, plus les hommes sont nécessaires pour la survie de l'espèce. Évidemment, plus on remonte dans le temps, plus la force physique était quelque chose de valorisé, nécessaire à la survie. Relativement aux femmes, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si je vous disais, à l'époque, il fallait mieux avoir de la force physique pour être capable de labourer les champs plutôt que de savoir monter des vidéos pour être youtubeur, quoi. J'exagère évidemment. Plus on remonte dans le temps, moins on a de technologie. Cela devait être compensé par la force physique. Et l'exclusivité de la force physique, elle était chez les hommes, entre guillemets. Quasiment exclusive. C'est pour ça que plus on remonte dans le temps, plus les sociétés étaient patriarcales, entre guillemets. Allez. On est assez spécifique sur le corps. Mais il y a une raison. Rappelez-vous de Platon et du fameux kalos kagatos. Pour savoir comment être beau, il faut comprendre à quoi l'homme sert. Et dans la société athénienne, l'homme sert à faire la guerre contre les cités voisines et à parler en public pour établir une forme de réputation honorable pour lui-même et pour sa cité. Donc, la beauté masculine est avant tout corporelle. Elle provient de la... Il y a encore moins de 300 ans, 85% de la population générale travaillait dans le domaine de l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est moins de 5%. Les métiers étaient beaucoup plus physiques, tout simplement. Forme virile des muscles, il faut être costaud et plutôt bien sculpté. Ce qui est drôle, c'est qu'on a même retrouvé des traités qui expliquent en détail des régimes alimentaires super stricts pour atteindre cet objectif d'un corps idéal masculin. Mais là où c'est assez étrange, c'est que cette valorisation du corps masculin, elle se voit aussi dans la manière dont les femmes sont représentées. Avant l'époque classique, on n'a pas beaucoup d'images de femmes nues, mais quand c'est le cas, on dirait presque des hommes avec des seins, tellement elles sont, pour nos critères actuels là-dessus, mais tellement elles sont carrées d'épaules et plutôt musclées. Même par exemple la Vénus de Milo, certaines personnes disent qu'elle a un visage de mec. Moi je trouve pas, mais pourquoi pas. En comparaison, les hommes sont tout le temps représentés à poil. Limite, c'est une obsession. Et justement, c'est parce que le corps est une obsession. À l'époque, on n'est pas dans la représentation du réel, parce qu'il y a des canons qui dictent les règles à suivre pour représenter les gens. Au 5e siècle avant notre ère, il y a même un sculpteur, Polyclète, qui a écrit un traité sur le sujet avec des mesures hyper précises. Par exemple, la tête, ça devait représenter 1/7 précisément du corps. Le torse et les jambes, on devait avoir la même hauteur, à savoir environ 3 têtes. Dites-vous, le gars, il a détaillé jusqu'aux mesures exactes des phalanges, pour avoir des phalanges parfaites. Et ce canon, ces mesures, ça va influencer l'entièreté de notre histoire, pas que cette époque. Parce que ces sculptures, et celles de ses élèves, vont être allègrement copiées, recopiées, adaptées, etc. La statue derrière moi, par exemple, c'est un exemple parfait. Il s'agit d'une copie romaine d'un bronze grec de la tradition de Polyclète, disponible évidemment dans le parcours du Louvre de toute beauté. Il représente donc Hermès. Les Romains mettaient ce genre de sculpture en déco dans leur salon. Chacun ses goûts, on ne juge pas. Moi j'ai une momie dans mon bureau. Et puis ça a été redécouvert ensuite à la Renaissance. Celui-ci par exemple, il a appartenu pendant une petite période à Richelieu. Est-ce qu'à l'époque de ces statues, les meufs se touchaient devant ces statues de mecs? Est-ce que les mecs se touchaient à nouilles devant les statues de meufs? Je me le demande. Peut-être que c'était seulement pour les auteurs, hein, ce qu'ils considéraient comme l'idéal de beauté, mais peut-être pas pour la population. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Avant d'arriver au Louvre. Et là, peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire que ce canon est tout de même très proche de nos standards actuels et de nos body goals masculins. Et c'est ça qui est fou, c'est de se dire que ce canon, qui nous est quand même toujours arrivé depuis les Grecs, on l'a cultivé à travers l'histoire, en redécouvrant sans arrêt, par exemple, des statues comme celle-ci. Le canon de Polyclète s'inspire probablement des penseurs grecs de son temps. Pour l'école pythagoricienne, le monde s'explique par les nombres. Et par conséquent, la beauté, comme tout le reste, peut être rationalisée par son rapport au nombre et l'harmonie qu'il crée. Bref, les proportions, la symétrie, le nombre d'or, tout ça. La symétrie du visage revient constamment dans les discours autour de la beauté. Il existe même, dites-vous, des comptes TikTok dédiés au calcul de la beauté, ou plutôt de la symétrie du visage de célébrités. Tout semble faire sens en fait. Le ratio front-nez devrait faire tant de pourcentage du visage, les yeux devraient... Le critère symétrie, il est clairement surcoté, quoi. C'est surtout l'un des seuls que la population générale non initiée à tout ce qui est arcade sourcilière, jawline, pommette, OG curve. Les personnes qui ne connaissent pas cette terminologie, elles connaissent éventuellement la symétrie, c'est tout. C'est pour ça qu'elles le mentionnent.
qu'elles le verbalisent, parce qu'en fait, il n'y a que ça qu'elles arrivent à verbaliser, la population générale. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne vont pas parler de choses qu'ils n'arrivent pas à verbaliser, c'est-à-dire des termes comme arcade sourcilière, jawline, OG-core, des choses comme ça. Ou maxillaire. Les gens parlent beaucoup trop de la symétrie, alors que c'est un critère qui est certainement surcoté, parce qu'ils ne savent que ça. Je dirais qu'il faut mieux être beau malgré quelques asymétries que d'être symétriquement moche, vous voyez. Allez, on continue. Écarté de telles proportions par rapport aux narines, de nombreuses études scientifiques ont examiné la relation entre le degré de symétrie faciale et la séduction perçue par le spectateur. La conclusion semble souvent sans appel. Les visages jugés les plus jolis sont les plus symétriques. Pour expliquer ça, certains font appel à l'hypothèse des bons gènes, avancée en 1982 par 2 scientifiques. L'idée en gros c'est que mâles et femelles recherchent chez leurs partenaires des éléments prouvant que ils ont des bons gènes pour augmenter la survie et le succès reproductif de leur progéniture, qui sont en gros de bons reproducteurs. En résumé, femme aime homme musclé parce que plus à même de la protéger de méchants prédateurs waouh, homme aime femme jeune et saine pour faire plein de gros bébés. Je caricature mais c'est un peu ça l'idée. Alors attention, même si je rigole un petit peu avec le concept, ça veut pas forcément dire que tout est acheté. Enfin, je crois. Toujours selon cette théorie, quelqu'un qui présente une asymétrie au niveau du visage a probablement eu des difficultés de développement liées à un problème de santé, de malnutrition pendant la croissance ou d'une mauvaise génétique. Donc, de ce point de vue-là, préférer un partenaire symétrique est évolutivement plus intéressant pour avoir des bébés en bonne santé. En tout cas, ça c'est la théorie. Tout semble faire sens en fait. La symétrie fait la beauté. Très bien. Maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais vous présenter les photos et je vais vous demander de noter sur 10 à quel point vous trouvez ces personnes attirantes. Ouais, je vais vous illustrer ce qu'elle montre à l'écran. Une seconde. Ouais. Alors là, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais il est assez peu probable que vos notes soient actuellement très très hautes. Pourtant, ces visages sont parfaitement symétriques. Et là, voilà. On a un gros souci. La symétrie pure ne fait pas tout. Premièrement, les études qui prouvent que la symétrie est un signe de beauté, etc., sont très critiquées pour leur... Juste pour information, toutes les célébrités sur Instagram, il n'y a personne qui est symétrique, en fait. Lorsqu'on essaie de dupliquer la moitié d'un de leur visage, on voit qu'ils ont une tête un peu bizarre, quand même. Comme j'ai dit, mieux vaut être beau, globalement beau, malgré une petite asymétrie, voire une grosse asymétrie, que d'être asymétriquement moche. Allez, on continue. Méthodologie. Par exemple, elles sont réalisées sur un tout petit échantillon de personnes. Une méta-analyse, c'est-à-dire une étude qui reprend toutes les autres études sur le sujet, donc c'est un niveau de preuve qui est quand même assez fiable, avait montré qu'on surestime grandement cet effet. Pire, lorsque plus de 100 sujets sont testés, l'effet de la symétrie sur la séduction disparaît complètement. Deuxièmement, est-ce que la symétrie faciale est vraiment un signe de bonne santé et de bon gène? Parce que oui, l'hypothèse de départ, c'est quand même que la symétrie est liée à une bonne biologie, donc ce serait naturel qu'on préfère ça. Mais au final, est-ce que c'est vrai? Ouais, ça Et fait en fait, même pas, un tiers de la vidéo. Probablement pas. Une étude de 2014 avait par exemple montré que non, la symétrie du visage ne pouvait pas être associée avec une enfance difficile. Vous pouvez être rassuré, ce n'est pas parce que votre papa est parti acheter du lait qu'il n'est jamais revenu que vous êtes moche. Oh, ça c'est pas très gentil. En fait, la raison pour laquelle les humains aiment la symétrie, c'est probablement plutôt lié au fait qu'on aime les objets et les motifs agréables qui se répètent, parce que ça permet de reconnaître facilement les objets dans le champ visuel, quelle que soit leur position. Le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui est unique à l'humain. Les abeilles, par exemple, préfèrent les fleurs symétriques, et personne n'en fait toute une histoire. En fait, c'est probablement juste que le cerveau fonctionne plus efficacement si les formes sont simples, homogènes et symétriques. Il faut activer, entre guillemets, là je caricature, mais il faut activer moins de neurones à la fois lorsque l'information visuelle est simple. Une étude française avait pu montrer en 2016 que les visages arrondis à la peau homogène, aux contours réguliers, sont jugés plus attractifs, et c'est corrélé avec le fait que regarder ces visages active moins de neurones que lorsque les visages sont jugés moins séduisants. Et évidemment, corrélation n'est pas causalité, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais cette étude, très intéressante, laisse à penser que la préférence qu'on a pour un visage symétrique a peut-être été sélectionnée pendant notre évolution, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. Juste en gros parce que ça économise du jus de cerveau. Elle est très intéressante cette information, et je pense qu'elle est assez juste. J'avais fait des vidéos là-dessus d'ailleurs, c'est lorsqu'on superpose plein de visages d'êtres humains. Je vais vous montrer de quoi je parle, une seconde. Alors, j'avais fait cette vidéo il y a quelques temps déjà. C'est une superposition de plein de visages, et ça obtient un visage qui est considéré beau par quasiment tout le monde sur la planète. J'ose la fermer. Parce qu'en fait, vous voyez, quasiment tout le monde sur Terre a quelques petits défauts sur son visage. Personne n'a un visage irréprochable, c'est ça ce que je veux dire. Lorsqu'on superpose une 50aine de visages d'hommes, les défauts qui font leur singularité, qu'ils ont individuellement, s'effacent et il ne reste que ce qui est commun à tous les visages d'hommes. Voilà. Et c'est pour ça qu'on obtient un beau visage d'homme lorsqu'on superpose plein d'hommes, ou un beau visage de femme lorsqu'on superpose plein de femmes. Quoi. On obtient ce qui fait qu'un visage est féminin lorsqu'on superpose plein de femmes, et on obtient ce qui fait qu'un visage est masculin lorsqu'on superpose plein d'hommes. On peut même superposer des visages d'hommes et de femmes, et on obtient un visage androgyne d'être humain, ce qui est commun aux êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes. Et ce visage-là est considéré est pas mal. Hein. C'est un visage qui ressemble un peu à des Justin Bieber ou des chanteurs de K-pop. Qui plaît à beaucoup de personnes. Voilà. Tout ça pour dire que
j'avais déjà dit dans une autre vidéo encore, avant de considérer qu'un visage est masculin ou féminin, viril ou efféminé, demandez-vous si ce visage a d'abord des critères de beauté qui sont valables pour les deux sexes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Justin Bieber est beau gosse, alors qu'il n'est pas aussi viril que Dolph Lundgren ou Henry Cavill. Allez, on continue. N'empêche que cette histoire de symétrie, si elle est toujours aussi présente dans nos esprits, c'est surtout un témoignage édifiant sur la manière dont les pensées grecques influencent encore aujourd'hui le monde occidental, notre culture et nos chemins de pensée. Pourtant, c'est surtout parce que, comme j'ai dit, le commun des mortels n'arrive pas à verbaliser ce qu'on appelle les arcades sourcilières, des choses comme ça. Ça demande un certain niveau d'initiation, d'instruction. Allez, on continue. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé dans notre vision de la beauté actuelle et qui n'ont rien à voir avec les standards de l'histoire. Observez ce visage. Et même exercice qu'on a fait précédemment, notez, s'il vous plaît, à combien vous le trouvez. Je vais vous montrer le visage comme il est à l'écran. Voilà. Est-ce que ça, c'est beau? Est-ce que l'auteur a signalé, l'a fait savoir qu'il considère que ce visage est beau? J'en suis pas sûr. Je vous le cache. Oui, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse, j'ai envie de faire un petit sondage. Ok, maintenant observez celui-ci. Lequel a obtenu la note la plus haute? Il est très probable que vous ayez sélectionné celui-ci. Pourtant, si vous aviez été romain, vous auriez sûrement dit l'inverse. Et pourquoi? On a ici une représentation de femme. Elle est jolie, non? Pour les goûts, les couleurs, mais on sera tous d'accord pour dire qu'elle a quelque chose. Elle a l'air vraie, elle a l'air vivante, avec des grands yeux, avec des beaux sourcils expressifs, etc. Et ce portrait nous vient tout droit de l'Empire romain. Pas du tout de Rome, de l'Empire romain, mais d'Égypte. La beauté de cette femme est le condensé de plusieurs cultures égyptiennes, grecques et romaines. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ah, c'est beaux sourcils. Et c'est parce que pendant l'Antiquité, eh bien, des sourcils bien fournis, voire un monosourcil un petit peu comme ici, était un signe de beauté et d'intelligence. Dans l'art des... Moi, je vais vous faire une petite pause, je vais lire en commentaire un petit peu. Comme Knafo, elle est très visible médiatiquement, il porte pas de vieux jogging, ça augmente sa valeur, idem pour Dua Lipa et sa tête de vocal. Tête de pain de sucre, mais garde-robe de valeur, c'est vrai. C'est vrai que Sarah Knafo, c'est se mettre en valeur. C'est la team Sarah Knafo. La team Sarah Knafo. À un certain âge, le style androgyne disparaît, on le constate chez les trans qui font femme jusqu'à 25 ans pour ressembler au beau-frère de 50 piges. Oui, c'est peut-être tout simplement parce que la jeunesse, qu'on soit homme ou femme, est quelque chose qui est valorisé. C'est un des critères de beauté androgyne, valable pour les deux sexes, certainement. Allez, on continue, on continue. Excusez-moi. Mais Ovide nous donne plein de conseils sur comment pécho et séduire et se mettre un maximum en valeur. Et on peut ainsi lire, vous pouvez remplir artificiellement l'intervalle qui sépare les sourcils. Et moi personnellement j'ai confiance en Ovide, donc let's go les girls, si vous avez envie de faire un mono-sourcil, c'est bon, ça a été validé par l'Antiquité. Certaines recherches indiquent qu'on pouvait éventuellement remplir ce petit écart entre les sourcils avec même carrément des poils de chèvre collés pour un effet des plus élégants. Comme quoi les critères, hein. On n'a pas forcément beaucoup de preuves visuelles que le mono-sourcil était vraiment prisé à cette époque, mais en revanche on a de très nombreux textes qui en attestent. Et les portraits peints du Fayoum, comme celui-ci que je vous ai montré, décrivent assez clairement que les sourcils épais c'était la norme. De nos jours, on a plutôt tendance à éviter ce trait physique. Enfin, remarque, il y a une petite trend d'un moment donné en 2014 avec les cartes de la vigne et tout, mais c'est assez passé maintenant. À une époque, on était... Alors, le fait que sur des anciennes représentations, les femmes avaient des sourcils fournis est la preuve que la densité des sourcils varie dans le temps, comme critère de beauté. Comme je l'ai dit, une personne, à l'époque de ses œuvres d'art, voyait passer dans sa vie moins de 500 personnes. Aujourd'hui, c'est 500 personnes par heure, donc vous avez moins de comparaison. Déjà, on peut juste dire ça, quoi. Et il faut se demander aussi... le commun des mortels à l'époque, qui avait certainement des problèmes de nutrition, le fait d'avoir peu de sourcils, c'était justement parce qu'on ne vivait pas bien, quoi, parce qu'on mourait de faim, tout simplement. Donc le fait d'avoir des sourcils, ça montrait qu'on mangeait à sa faim. Et il faut aussi se dire un truc, c'est que plus on avance dans le temps, plus ce qu'on appelle, entre guillemets, le cahier des charges, des critères de beauté s'allonge. On n'a pas besoin de remonter très loin dans le temps pour le constater, hein. Par exemple, il y a 15 ans à peine, 15-20 ans à peine, personne ne parlait de faire du squat pour avoir un beau cul, vous voyez. Personne ne parlait de bubble butt il y a 15 ans. Alors qu'aujourd'hui, c'est le cas. Tout simplement, on n'y pensait pas, quoi. Maintenant, si vous faites voyager dans le temps une meuf qui a un bubble butt, 30 ans en arrière, elle pourrait accélérer, compléter le cahier des charges, des critères de beauté en l'accélérant, quoi. On n'y pensait pas encore, peut-être parce qu'il n'y avait pas Internet, vous voyez, pour nous faire réaliser cela. Ou encore, si vous regardez des films, des blockbusters antérieurs aux années 2005-2000, vous verrez que énormément de gens n'avaient pas les dents alignées. Parce que peut-être que l'orthodontie n'était pas encore démocratisée, quoi. Plus on avance dans le temps, plus on a des critères qui se rajoutent. Avec, entre guillemets, cahier des charges de beauté. Ce que pense Ovid, c'est comme en l'an 4000 généraliser ce que l'on pensait en 2000. Je pense qu'à l'époque, ils avaient un raisonnement binaire
ils n'avaient pas encore le temps de mettre dans leur, entre guillemets, cahier des charges des critères de beauté des sourcils, on va dire, de densité intermédiaire. Je pense qu'à l'époque, c'était soit vous mourrez de faim, donc vous n'avez pas de sourcils, ou soit vous mangez à votre faim, donc vous avez des sourcils, mais qui n'étaient certainement pas entretenus, épilés, un minimum épilés comme aujourd'hui à notre époque. L'épilation des sourcils n'était certainement pas considérée à l'époque d'Ovide comme le squat pour travailler son boule n'était pas encore considéré avant les années 2010, ou l'orthodontie avant les années 2090. Ils n'y pensaient pas encore, voilà. Tout comme dans les années 70, ils ne pensaient pas encore qu'on pourrait, en 2020-25, avoir un ordinateur dans notre poche et pouvoir se connecter au monde entier en restant dans notre lit, quoi. Allez, on continue. C'est même un petit peu plus parti dans l'extrême. Hein. Si vous êtes 10 ans ou 20 ans en arrière, c'était carrément l'inverse avec les sourcils surépilés là. Bref, dans notre culture à nous, quoi qu'il arrive, il faut un espace entre les sourcils. Alors que pourtant, dans certaines cultures actuelles, par exemple le Tadjikistan, un petit pays d'Asie centrale, et ben le monosourcil, c'est vraiment le graal de la beauté. Tout ça pour dire que la question du poil humain est un exemple parfait d'à quel point la beauté est un parti pris esthétique totalement subjectif, qui reflète seulement des caractéristiques d'une époque. Une chose intéressante également, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne connaît absolument aucune culture qui n'ait pas eu en 10 000 ans d'histoire, d'une façon ou d'une autre, un rapport à la beauté neutre, voire carrément pas de rapport à l'embellissement. C'est d'ailleurs la claque qu'on se prend quand on fait le parcours du Louvre intitulé De toute beauté, créé avec le soutien du groupe L'Oréal. Il n'y a pas eu une seule civilisation qui n'ait pas eu de rapport à la beauté, dans toute l'histoire. Le poil, ici, est un exemple presque scolaire. À certaines périodes, on trouvait ça giga stylé, et à d'autres périodes, ça devient très compliqué. Ça, c'est son interprétation. Là, elle montre une... Je peux pas vous montrer à l'image parce que c'est des statues de personnes nues. Donc j'ai peur que j'ai des problèmes d'exposition de nudité sur YouTube. Mais là, elle montre une statue d'un mec avec une barbe. J'en sais rien, peut-être que l'auteur voulait juste représenter un pote à lui qui était barbu, mais peut-être qu'il ne considérait même pas lui-même que ça, c'était beau, quoi. Je ne sais pas. On continue. Je répète, hein, c'est toujours les mêmes arguments, quoi. De toute façon, elles sont dans ma vidéo qui fait 8 minutes. Allez, on continue. Derrière moi se trouve une de mes pièces préférées de la sélection du Louvre sur le sujet. Il s'agit d'une statue en bois de Marie-Madeleine sculptée par Gregor Erhard au XVIe siècle. Et même si elle date de la Renaissance, elle fait vraiment la synthèse de ce qu'est l'idéal de beauté qu'on s'est construit tout au long du Moyen-Âge. Elle montre aussi que la beauté devient une sorte d'attribut féminin à cette époque. La force est aux hommes, mais la beauté est aux femmes. Pendant le Moyen-Âge, la philosophie dominante est grandement influencée par les textes grecs et latins, mais quand même avec un énorme twist, à savoir la chrétienté. Pour Platon, le bien, la beauté et le bon sont des entités objectives, inextricablement mêlées, alors qu'au Moyen-Âge, les trois sont unis en Dieu. Notre physique est donc la réflexion de l'âme. Être beau n'est pas qu'un enjeu social, c'est aussi un enjeu moral. Marie-Madeleine, dans la Bible, c'est une prostituée, une pécheresse, donc qui se repent auprès de Jésus. Le corps qui est représenté ici est une représentation de son âme, et pas seulement juste de son corps. Elle est en quelque sorte la femme idéale, car de sa condition de pécheresse ultime, elle s'élève à la sainteté. Et la grande question du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à définir que ceci était l'idéal de la morale chrétienne, tout ça. Le peu de choses qu'on apprend concernant l'idéal de beauté de cette époque nous vient des récits grecs et romains. Parce que oui, je sais, on a tendance à se dire que le Moyen-Âge a perdu les trucs gréco-romains et que c'est que à la Renaissance qu'on redécouvre tout, mais en fait, la perte elle est vraiment très sélective. Toi tu crèves. Petit fun fact, les monarques médiévaux aimaient trop faire remonter leur lignage aux héros et aux rois de la guerre de Troie. On va donc être un petit peu moyennement surpris quand on découvre que certains textes sur le sujet étaient des best-sellers pendant le Moyen-Âge. Par conséquent, étant donné que ça a été influencé, on retrouve des critères qu'on a déjà vus, à savoir la peau blanche avec des beaux cheveux blonds, qui nous viennent pourtant de l'Antiquité. On a par exemple Mathieu de Vendôme au XIIIe siècle qui nous donne une description d'Hélène de Troie. Oui, encore elle. Mais vous avez prévenu, c'est une obsession historique. Et du coup, il l'a décrit cette fois-ci avec son regard à lui d'un gars du XIIIe siècle, quoi, en gros, cheveux d'or, sourcils fins et noirs sur un front blanc, joues roses, dents blanches comme l'ivoire, ses lèvres sont gonflées et son haleine sent la rose. Un reflet finalement de ce qu'on considérait comme un must-have à l'époque, mais qui dénote tout de même sur un point crucial par rapport à la Grèce. Ici, l'accent n'est pas mis sur la mise en beauté. Parce que oui, au Moyen-Âge, la beauté est un don de Dieu, et Dieu ne crée théoriquement que perfection. Donc toute modification de ce que Dieu nous a donné est un péché, sauf aisance. Ainsi, les prédicateurs voient un enchaînement fatal entre le fait de se mettre du maquillage, de faire la fête, et la luxure. Défaut éminemment féminin, mais qui n'épargne pas non plus les hommes. C'est un peu l'ancêtre en gros de la girl next door. Vous savez, la beauté c'est trop chouette, mais il faudrait qu'elle soit naturelle et pas du tout fait exprès. Ce qui est hyper intéressant d'ailleurs comme concept, c'est trop bizarre. Et l'impact de cette idéologie dans le quotidien, c'est qu'il n'est pas bien vu du tout d'utiliser des... On a vu la moitié de la vidéo là, mais est-ce qu'on va regarder l'autre moitié? En fait, elle ne fait que dire la même chose jusqu'à la fin, quoi. Dire que la beauté c'est très subjectif, très influencé par la culture. Attention, moi je ne suis pas là pour dire que la culture ne compte absolument pas, ok? Si je devais, on va dire, chiffrer ce que je dis, je sors ces nombres de mon cul. Hein. Je dirais que la beauté c'est à 85% objectif et 15% peut être influencé par de la propagande, par de l'endoctrine. Voilà. Je sors ces nombres de mon cul, c'est peut-être 90-10, c'est peut-être 80-20. Mais je pense qu'elle est très largement objective, ou du moins, si on fait des enquêtes d'opinion, si on laisse les gens voter, on se rend compte qu'il y a des personnes qui arrivent à concentrer sur elles de façon quasi anonyme tous les avis, et d'autres qui laissent indifférents. Et je vais vous exposer les points les plus importants que j'avais énoncés dans ma vidéo de 8 minutes. C'est par exemple Tinder. Sur Tinder, il y a des hommes qui mettent d'accord plus de 90% des femmes, et des hommes qui sont ignorés par
99% des femmes. Ouais. Et c'est pareil dans l'autre sens. Hein. Kylie Jenner, qui ont des milliers de followers, il y a votre voisine, qui est lambda, qui fait 150 kilos, qui laisse tout le monde indifférent. Est-ce qu'on arrivera, par de l'endoctrinement, par de la culture, à rendre votre voisine plus publicité que Kylie Jenner? Ça, j'en suis pas sûr. Ça, j'en suis pas sûr. Quoi d'autre comme exemple? Qu'est-ce que j'avais dit dans l'autre vidéo? Dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'on analyse les génomes, je ne vous fais pas le détail de comment on a calculé ça, mais on a déduit que dans l'histoire de l'humanité, il y a à peu près 30% des hommes qui ont une descendance et 80%, 60-80% des femmes qui ont une descendance. Les femmes ont apprécié, ont considéré que 30% des hommes valaient le coup d'avoir une descendance avec eux dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est très inégalitaire la valeur sexuelle, entre guillemets, des hommes et des femmes entre eux ou entre elles. Les bébés fixent plus longuement des visages de personnes que les adultes trouvent beaux. Voyez. Donc, sans aucun endoctrinement, les nourrissons arrivent à discriminer la beauté. Les gens beaux des gens laids. Il y a des études, vous avez juste à taper sur Google newborn, je paraphrase, newborn gaze at a beautiful face. Des choses comme ça. Preference for attractive face in human extend beyond conspecific. Voilà quoi. Sans aucun conditionnement, les bébés sont d'accord avec les adultes sur ce qu'est un visage beau. Quoi. Et il y a quoi d'autre que je peux encore signaler? Il y a aussi dans l'histoire de l'esclavage. Dans l'histoire de l'esclavage, bizarrement, les esclaves, que ce soit les esclaves hommes ou femmes, hein, les esclaves qui avaient un phototype clair étaient beaucoup plus valorisés que les esclaves qui avaient un phototype sombre. Vous en déduirez ce que vous en voulez, hein, mais les esclaves sexuels avec un phototype clair étaient plus valorisés que les esclaves avec un phototype sombre. Voilà. Et c'était à une époque où l'Occident ne dominait pas encore. L'Occident ne dominait pas encore. Vous en déduirez ce que vous voulez. Attendez voir. Je vais vous trouver des articles là. Blonde slave cost more. Why white slave were more expensive than black slave? Why medieval slave trader go to Finland? Les esclaves blonds coûtaient plus cher. Bref, je ne sais pas si on devrait employer le mot objectif pour l'opposer à subjectif, mais il y a des critères de beauté qui clairement, si on fait des sondages, mettent plus de mots d'accord que d'autres. J'ai un peu lire vos commentaires. David a écrit toujours du socio-constructivisme avec les gauchistes. Les œuvres ont été sélectionnées et interprétées par les historiens. Et encore une fois, qui me dit que c'était représentatif de l'époque? Oui, voilà. On n'a jamais de message qui accompagne ces œuvres de leur auteur pour dire ce que je viens de reproduire à cette statue, c'est ce que je considère comme beau. Voilà, on n'a pas ce message. Et encore, même si on avait le message, la vie de cet auteur n'est pas comparable à la vie actuelle, puisque, comme j'ai déjà dit 50 fois, cet auteur voyait passer dans son champ de vision moins de 1000 êtres humains, alors que nous, aujourd'hui, on arrive à faire ça en 1 heure avec un smartphone. Bonjour à toi, le phare de jugement. Bonjour à toi, Mona Lisa. Non, les conflits où les mecs se faisaient trouer ont réduit le pool génétique masculin en milliers d'années. Quand une tribu se faisait éclater, les mecs étaient tous kill in action. Ouais. Et les femmes finissaient sex slave des vainqueurs, effectivement. Aucune culture ne considère que le menton fuyant ou le front bombé sont des critères de beauté. C'est vrai. C'est le cas de l'Empire ottoman réussi en Inde. Être blanc a toujours été bien vu. Ok. Bon allez, on va continuer la vidéo de Latine. Ah, Bella Danger. Non, je fais ça. Charlie Danger. Pardon. Je précise que je n'ai rien contre Charlie Danger. Elle est sûrement très sympa. Je plaisante. Là. On ne juge que son propos dans ce stream. Voilà. Artifices ou des cosmétiques. C'est de l'ordre de la tromperie, et tout le monde le sait, tromper, c'est péché. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que pour certains auteurs, parfois, tromper, entre guillemets, c'est juste attacher ses cheveux ou faire une tresse. Donc faites gaffe les filles, hein, l'enfer n'est pas loin, à tout le monde, vous êtes des sales pécheresses. Là où ça devient un poil compliqué, si vous êtes belle naturellement, que vous faites aucun effort, vous êtes juste magnifique, etc., bah c'est aussi un problème, parce que vous distrayez les hommes de leur rôle civique et religieux, donc on s'en sort pas. Donc si on résume, tu dois être giga belle parce que c'est la preuve de ta belle âme, mais en même temps, il faut surtout pas essayer d'être belle activement, sinon c'est péché. Et surtout, il faut pas être trop belle non plus pour ne pas détourner les hommes du droit chemin. En termes d'idéal inatteignable. Alors, c'est un concept intéressant, mais est-ce que ce raisonnement, c'est applicable à la population générale, ou est-ce que ce n'est que applicable à un mec qui est plus ou moins conscient de sa propre valeur lorsqu'il juge la beauté d'une femme? Je m'explique.
Imaginez, vous êtes un mec qui vaut 6, 7 sur 10. Un mec pas trop mal, mais pas le top, ok? Vous avez devant vous une meuf qui vaut 6, 7 aussi, sur 10. Et vous avez une meuf qui vaut 9 sur 10. Bizarrement, les mecs qui sont 6, 7 sur 10 vont inconsciemment ou non se dire que la meuf 9 sur 10 paraît peu accessible. Parce qu'ils ont certainement conscience de ce qu'ils valent. Et donc, ils vont se dire « Ah, moi, je préfère la meuf 6, 7 sur 10. Elle est mignonne, elle me correspond plus. » On va rationaliser ça, ok? Alors qu'en réalité, c'est juste qu'on considère que l'autre est inaccessible et on a peur du rejet. Voilà. Je pense pas que DiCaprio, il trouve qu'il existe des filles trop belles, vous voyez. Les gens qui trouvent qu'il y a des femmes trop belles, ce sont certainement les hommes qui ne font pas partie du top. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Parce qu'ils ont peur du rejet. Et donc, ils préfèrent se dire « Ah, moi, je préfère les meufs qui sont girl next door, parce que j'ai peur du rejet. » Voilà, allez, on continue. Là, je pense que c'est la cerise sur le pompon. Alors évidemment, par contre, tout ça, c'est la théorie. En pratique, les choses sont, comme d'habitude, bien différentes. Quand on regarde ce tableau de Pisanello qui représente une princesse inconnue de la maison d'Est, pour notre époque, très clairement, elle a une tête un peu étrange. En fait, encore une fois, je vais répéter tout ce que j'ai dit avant. Est-ce qu'on a un texte qui accompagne cette œuvre, de l'auteur de cette œuvre, où il nous dit que ça, c'est ce qu'il considère comme beau? Peut-être qu'il voulait juste délirer, hein. Peut-être qu'il voulait s'amuser à dessiner une femme comme s'amusent les auteurs de South Park, quoi. Ou les auteurs, je sais pas, de comme œuvre caricaturale de... Il y a South Park, il y a Dragon Ball, Astérix. Est-ce que l'auteur d'Astérix, lorsqu'il a dessiné Obélix, considère qu'Obélix, c'est l'idéal de beauté? Je ne suis pas sûr. Et bien c'est pareil pour cette œuvre. Je ne sais pas si son auteur l'a fait savoir qu'il considère que des meufs qui ont des fronts comme ça sont belles. Je ne suis pas sûr. Et encore une fois, je répète encore, l'auteur, il a vu passer dans son champ de vision combien de femmes dans sa vie, par rapport à nous, avec nos smartphones. Allez, on continue. c'est parce qu'on est très loin à ce moment-là d'appliquer la règle du « tu ne t'embelliras point ». Ici, elle l'est à prêter. Par exemple, ses cheveux sont très tirés en arrière, on pense même que c'est carrément épilé la ligne du front, et c'est épilé la nuque aussi, et les sourcils. On pense même que la forme de son crâne a été modifiée pendant la petite enfance pour donner cette espèce de forme un petit peu étrange pour nous, mais qui était sûrement très cute pour l'époque. Ça, ce modèle, c'est aussi vous fait, c'est une pratique comme une autre. On n'a pas forcément beaucoup de textes concernant les normes de beauté et les pratiques du début du Moyen-Âge. Par contre, là où c'est bien intéressant, c'est qu'à partir du... Voilà, on n'a pas de texte. On ne sait pas ce que voulait représenter l'auteur, je pense. C'est de l'interprétation des historiens à notre époque. Allez, on continue. Au XIIe et du XIIIe siècle, on voit apparaître de nombreux traités médicaux qui discutent, entre autres, de cosmétiques. Ils viennent appuyer ce portrait de femme idéale qu'on a pu deviner dans les textes et les arts, mais montrent aussi qu'au moins à partir de cette époque, il y a une demande, une vraie demande de produits cosmétiques. On y trouve moult recettes pour éclaircir les cheveux et atteindre la fameuse couleur safran. Vous savez, le blond roux qui a l'air d'être universellement recherché à cette époque. De nombreuses lotions servent aussi à adoucir, blanchir et unifier le teint, et de nombreuses préparations permettent d'entretenir les dents et aussi adoucir les odeurs corporelles, on va dire ça comme ça. Et on le voit bien sur ce tableau, mais l'âge idéal est celui de la jeune fille, qui n'est plus enfant, mais pas encore. Évidemment, ce que je veux dire là, c'est une hypothèse, hein. Mais je vous parie que si on fait voyager une meuf de 2025 qui a des dents alignées, qui est une girl next door, on va dire 6-7 sur 10, on la fait voyager dans le temps 1000 ans en arrière, elle conserve ses dents alignées, elle conserve sa bonne odeur, les vêtements de 2025. Je vous parie qu'elle va être considérée comme une bombe sexuelle pour les gens qui vivaient au Moyen-Âge. Voilà. Alors que pour nous, elle serait une fille ordinaire. C'est juste qu'à l'époque, ils avaient moins de points de comparaison. Voilà. Vous me faites voyager dans le temps Kylie Jenner, vous la montrez à un roi du Moyen-Âge, je vous parie, il va avoir le barreau. Allez, on continue. Déjà mature. La pureté et l'innocence sont de mise à l'époque, et je précise bien à l'époque, il est plus épuisant d'être une femme inexpérimentée. La femme vierge est libre des fautes associées à la féminité, non corrompue par la nature profonde de sa condition de femme. Vous savez, Ève, le péché originel, c'est tout ça. On découvre ainsi avec stupéfaction qu'il existe même des méthodes pour simuler la virginité lors de la première nuit de mariage. Le truc intéressant, c'est que même si ce portrait ne correspond pas forcément à nos standards de beauté actuels, 5 siècles plus tard, le fond de ces critères n'a pas beaucoup bougé. À l'époque, on considérait qu'il fallait être joli, mais sans artifice. Et aujourd'hui, c'est tout de même un petit peu la même ambiance, hein, quand même. Je m'adresse à vous ici, messieurs. Mais fort à parier que si je vous pose la question, vous allez me répondre que vous préférez à choisir une fille naturelle sans maquillage. Là, je fais une petite digression, mais il y avait par exemple la make-up artiste Lisa Eldridge qui racontait que lorsqu'elle bossait sur des films pour maquiller les actrices, souvent les réalisateurs demandaient à ce qu'elle ne porte pas de maquillage du tout pour coller au personnage. Or, lorsque l'actrice arrivait sur le plateau complètement démaquillée, du coup, et ben il la renvoyait en loge en disant qu'elle ne correspondait plus du tout aux attentes pour le personnage. Et en fait, avec le temps, la make-up artiste avait compris que lorsqu'un réalisateur disait pas de maquillage, en fait, ce qu'il voulait dire c'est très maquillée techniquement, mais juste qu'on n'ait pas l'impression qu'elle soit maquillée. Et même sur les autres codes du Moyen-Âge, on a tous entendu parler par exemple de l'hyméoplastie, qui est une intervention de chirurgie pour reconstruire l'hymen. La virginité, ce n'est jamais qu'un symbole d'une forme d'innocence et de jeunesse. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2012, le cofondateur de l'application de rencontre OkCupid avait publié un livre avec certaines infographies qu'il avait partagées et qui avait fait beaucoup
beaucoup parlé. On pouvait y voir que l'âge idéal féminin que les hommes préféraient dans l'application rencontre était autour de 20 ans, et quel que soit leur âge à eux. Regardez la petite courbe. En revanche, l'idéal des femmes est un homme globalement de leur âge. Et là on peut comparer les deux courbes. Et ce phénomène-là est hyper intéressant, parce qu'on a été habitué à entendre un petit peu partout en gros que c'est normal que les hommes préfèrent les femmes jeunes. Mais déjà, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, si c'est vrai du coup, comment l'expliquer? Deux visions s'opposent en gros pour justifier ce constat. L'évolution humaine versus la culture. La team évolution s'appuie principalement sur une étude de 1989 qui montre que cette préférence est partagée par de nombreuses cultures. En gros, selon eux, c'est la preuve que la préférence des hommes pour des femmes plus jeunes est universelle, et qu'elle serait en quelque sorte encodée d'une manière ou d'une autre dans nos gènes. Leur théorie, c'est que pour les hommes, il y a eu, au moins pendant la préhistoire, un avantage évolutif à choisir des femmes au pic de leur fertilité pour assurer leur descendance. Alors, est-ce que la jeunesse, les hommes qui préfèrent les femmes jeunes, c'est un critère entre guillemets inné à laquelle les hommes sont programmés, ou est-ce que c'est culturel? Bon alors, je vais juste te donner une info, comme ça vous en faites ce que vous voulez. Sur des sites de gynéco-obstétrique, vous avez des tableaux d'âge des femmes et leur probabilité d'avoir un enfant trisomique. Voilà. Je vais vous en montrer un. Une seconde. On va faire pause de la vidéo. Trisomie 21, âge mère. Tableau. Ok. Alors, ça c'est un site de l'ENS Lyon. Santé. Ok. À 20 ans, une maman a une chance sur 1500 d'avoir un enfant trisomique. 21 ans, c'est une chance sur 1518, etc. Bref, les risques d'avoir un enfant trisomique augmentent, quoi. Là, on n'a pas année, mais ça peut être plus précis. On a aussi pas année et mois de l'âge de la mère, quoi. Par exemple, 25 ans et 6 mois, c'est par exemple une chance sur 1319 d'avoir un enfant trisomique. On va faire juste les extrêmes, ok? À 20 ans, une maman a une chance sur 1537 d'avoir un enfant trisomique. À 40 ans, elle a une chance sur 128. Vous en faites ce que vous voulez. Comme quoi la nature est quand même bien faite. Je lis un peu vos commentaires, une seconde. Mona Lisa, t'avais pas fait une vidéo sur elle par le passé? Elle voulait se faire livrer une décolonisatrice à domicile. Oui, j'avais fait. C'est marrant. Dans cette vidéo-là, je parlais plus de discrimination et de raisonnement probabiliste. Bonjour, le respect. David a écrit jeunesse égale fécondité, c'est difficile à comprendre. Effectivement. Le respect a écrit, t'en penses quoi du nouveau mec, Chab, qui a volé la copine de Michou? J'ai vu ça sur JVC ce matin, c'est Elsa Block qui s'est mis avec Florent Manodou, je sais. Comme tu avais certains, Florent Manodou à Mog, Michou, c'était ça. Allez, on continue. Petite parenthèse sur la trisomie 21 et l'âge refermé. On est à 60% dans la vidéo de Charlie Danger. Allez, c'est bientôt fini. On va continuer. D'un autre côté, on a la team culture qui théorise que les rôles genrés sont déterminés socialement. C'est-à-dire qu'une société qui promeut le patriarcat avec des femmes dépendantes des hommes pour survivre, eh bien, il est logique que les hommes préfèrent des femmes plus jeunes et inversement que les femmes préfèrent des hommes un petit peu plus âgés avec donc un patrimoine socio-économique déjà plus important. Après tout, s'il faut être dépendante d'un homme, bah autant le faire avec du champagne. Alors, est-ce que les femmes préfèrent toutes des hommes âgés? Ça, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que c'est plutôt une question de compromis. Je pense que énormément de femmes de tous les âges aimeraient dans l'idéal un mec qui soit à la fois jeune, entre 20 et 30 ans, et à la fois riche. Voilà. Et lorsqu'une femme dit qu'elle veut plus ou moins de son âge, c'est, je pense, elle fait un compromis sur la beauté de l'homme et son statut socio-économique. Mais si elle pouvait rassembler dans une seule personne, c'est-à-dire un homme qui est à la fois jeune et riche et puissant, elle choisirait cet idéal. Ok? Allez, on continue. Mais du coup, il a raison. Bien, je suis désolée de vous l'annoncer, pas de suspense, mais probablement la team culture. En réanalysant les données de l'étude de 1989, qui est souvent utilisée comme la preuve ultime par la team évolution, la team culture a montré que les pays les plus égalitaires sont ceux où les hommes expriment le moins d'attirance pour les femmes jeunes, et vice versa. En même temps, l'écart d'âge entre les membres des couples diminue également dans ces pays. Et puis surtout, la team évolution n'arrive pas vraiment à expliquer comment un comportement s'inscrirait comme ça dans la génétique. C'est bien beau de dire qu'un comportement est le résultat de l'évolution, mais où est le lien entre le comportement et la génétique? On pourrait même prendre le problème. Bien sûr qu'il y a un lien entre comportement et génétique. Dans le livre de Plomib, ça disait quoi déjà? Les traits de personnalité sont dus à entre 30 et 50% à la génétique. Et la génétique et la culture, ce ne sont pas des facteurs qui s'appliquent comme quelque chose que les êtres humains subissent, quoi. C'est souvent une interaction. On choisit notre style de vie, notre culture suivant notre génétique aussi. On façonne notre culture, notre environnement de vie suivant la génétique qu'on a. Allez, on continue.
Dans l'autre sens, dire que les hommes préfèrent les femmes que les hommes sont de bons reproducteurs à n'importe quel âge. Sauf que ça en fait c'est faux. Certes, ils peuvent faire des petits soldats toute leur vie, mais ça veut pas dire que leurs petits soldats sont de qualité. Faire des beaux bébés d'armon, le sperme de vieux monsieur, c'est pas le meilleur. Pitié, ne me faites pas ça. Je pense que les femmes font des compromis lorsque je choisis un homme. Est-ce que je préfère vivre avec un homme puissant ou un homme jeune? Évidemment, idéalement, elle préférait qu'un homme soit puissant et jeune à la fin. Mais il y a aussi le regard des autres. Si c'est trop marginal. Allez, on continue. Cette phrase sous contexte. Si on applique la même manière de penser que la team évolution sur ce sujet, les femmes devraient elles aussi préférer les hommes plus jeunes parce que la qualité de leur sperme serait meilleure. Or, on l'a déjà vu, c'est pas le cas. Donc, la théorie de l'évolution, c'est hyper cool et puissant, mais l'évolution, c'est aussi surtout un grand bazar. Et ça a le dos très très large pour certaines personnes. Tous les comportements ou les caractéristiques humaines ne peuvent pas s'expliquer uniquement par un avantage évolutif supposé ou par la biologie. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je pense qu'il faut pas confondre ce que les gens préféraient idéalement et le fait d'être réaliste, quoi. C'est-à-dire devoir faire des compromis. Voilà. Et l'idée d'expliquer la beauté par la biologie n'est en réalité pas du tout une idée nouvelle. Le médecin grec Galien, qui exerçait à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, pense qu'il existe une relation étroite entre beauté et santé. Et il lie à tout ça la théorie des humeurs, selon laquelle le corps est constitué de 4 humeurs qui doivent être en équilibre à l'intérieur. Et aussi, à la Renaissance, la médecine reposait également sur la théorie des humeurs. On pensait donc qu'être en bonne santé, c'était aussi être beau. C'est aussi le moment où on revient aux philosophes grecs et leurs canons, etc. Et on tente de rationaliser la beauté par les chiffres, le nombre d'or, les proportions, etc. On a donc des tas de textes qui nous donnent des listes de plus en plus longues et de plus en plus précises de ce qu'est la beauté chez la femme, tout en rationalisant tout ça avec la théorie des humeurs ou le nombre d'or. Par exemple, Agnolo Firenzuola, ce gars décrit en 1541 les 8 couleurs de la beauté associées chacune à une partie du corps. Et justifie ça par c'est la preuve que les humeurs du corps sont bien équilibrées. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, avec les mutations sociales, économiques et juridiques de cette époque, les gens commencent enfin à s'affranchir de Dieu, de l'État et de la notion de famille. En fait, c'est le début d'un certain culte de soi. Le culte de soi avec des guillemets, où chacun devient vraiment central à sa propre vie, on commence à enfin se regarder un petit peu le nombril. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de noter qu'au même moment où surgit la notion d'individualité telle que nous on peut la conceptualiser, les miroirs apparaissent. Parce que oui, il existait déjà des miroirs métalliques polis dès l'Antiquité, mais l'image était hyper étrange, elle était renvoyée de façon déformée et colorée. Les miroirs capables de renvoyer une image claire et limpide apparaissent seulement à ce moment-là, à Venise au XVIe siècle. Le miroir va alors devenir un outil hyper prisé pour les artistes, puisqu'ils vont pouvoir se régaler à jouer avec les reflets, les perspectives, les clins d'œil que ça permet de faire avec la personne qui regarde et tout. Par exemple, dans ce tableau de la femme au miroir de Titien, où un homme tient justement un miroir, il permet au spectateur de voir le reflet de la coiffure de la femme représentée. Et justement, dans les ateliers de peintres de l'époque, on retrouve des femmes et des hommes dont la seule carte de visite, la seule utilité est leur beauté. Ici, la femme au miroir de Titien est un très très bon exemple. Déjà, on n'a absolument aucune idée de qui il s'agit. Je prends cet exemple comme prétexte pour répéter ce que j'ai déjà dit 50 fois. Qu'est-ce qu'on en sait que l'auteur de cette œuvre considère ça comme le plus beau, l'idéal de beauté? On n'en sait rien. Et ça ne serait que son avis. Combien de femmes est-ce qu'il a vu passer dans son champ de vision au cours de sa vie? Voilà. Comparativement à nous en 2025. Il y a beaucoup d'interprétations en fait. Ce que préfèrent les hommes du passé, comparativement aux hommes de 2025, ça ne peut pas être utilisé comme argument pour dire que la beauté, c'est 100% subjectif, culturel. J'aime pas aux commentaires. Les fausses couches sont aussi liées à l'âge, comme beaucoup d'autres maladies, problèmes de merde à l'enfant. Il y a aussi le paramètre âge de l'homme aussi, mais il me semble que le paramètre âge de la femme est une plus grande pondération que le paramètre âge de l'homme. L'âge de l'homme compte aussi pour avoir de beaux enfants en bonne santé, mais la pondération est moindre. Certainement parce que ce n'est pas l'homme qui porte le bébé, il donne juste son spermatozoïde. La femme donne à la fois son ovule, son ovocyte, mais elle doit aussi le porter. Donc il y a plus de paramètres de son corps qui rentrent en compte, qui contribuent à la bonne constitution, au bon développement du bébé. Bradfa a écrit « C'est faux, si un mec est beau et jeune et riche, les femmes vont foncer sur ce profil. » Effectivement. Effectivement. C'est surtout que les miroirs de qualité nécessitent des moyens techniques qu'on maîtrisait mal à l'époque que la culte. Ouais, attends. Peut-être, je m'y connais pas, mais bon. Okay. Allez, on continue. 33 minutes sur 48. On est à plus de 2 tiers. Allez, c'est bientôt fini. On est à 2 tiers de la vidéo. On voulait y voir une femme noble, mais sa présence dans d'autres peintures du Titien, où notamment on peut voir certaines parties de son corps, ça vient un petit peu contredire cette possibilité d'une femme de famille noble. Les noms des modèles sont souvent oubliés aujourd'hui, leur beauté en revanche est éternelle, à jamais immortalisée par les artistes. Cette femme, en tout cas, représente parfaitement la beauté idéale de la Renaissance. Et alors quel idéal, on va pas changer une équipe qui gagne, on est toujours sur la même chose, un teint qui est très blanc et des cheveux blonds vénitiens. Par contre, là où c'est bien intéressant, c'est que son corps, il est rond et accueillant. On est bien loin des corps ingénus des femmes du Moyen-Âge. Ici, c'est une femme qui est bien en chair, mais considérée comme absolument magnifique. Comme je dis, le cahier des charges, les critères de beauté à l'époque étaient moins fournis, étaient plus grossis, on va dire. Alors qu'à notre époque, ils rentrent plus dans les détails, quoi. Voilà. On est plus dans la nuance et tout. J'ai sorti les exemples des culs travaillés au squat, de l'orthodontie, des sourcils.
certainement à l'époque, il raisonnait en présence de sourcils, absence de sourcils. Pour le poids, la corpulence, il raisonnait certainement en est-ce qu'elle mange bien ou est-ce qu'elle meurt de faim. Vous voyez, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. L'entre-deux demande une réflexion qui nécessite certainement un certain niveau de développement, de civilisation même. Voilà. Le cahier des charges est moins précis à l'époque. Je pense que pour la corpulence, le cahier des charges à l'époque, c'était tant qu'elle n'est pas squelettique, elle est belle. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on quantifie ça par des IMC, par des ratios, tour de hanche, tour de taille, etc. On est plus dans le détail aujourd'hui. Parce qu'on a le temps, certainement. Et parce qu'on a plus de points de comparaison. Continuez. C'est marrant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, la minceur est souvent admise comme un critère de beauté important à notre époque. Enfin, souvent, on parle plutôt de poids ou d'indice de masse corporelle ou de taille en forme de sablier. Il y a quand même un truc très précis. Et ça, c'est assez intéressant parce que la taille en forme de sablier, là, la Kim Kardashian et tout, est plutôt définie scientifiquement par ce qu'on appelle le rapport taille-hanche. Et beaucoup de scientifiques ont montré qu'avoir une taille fine était un élément séduisant pour de nombreux hommes. Certains, encore une fois, justifient cette attirance par la biologie et l'évolution. Une taille fine, ce serait une preuve biologique d'une meilleure fertilité. Parce que oui, la fertilité, c'est vraiment une obsession de ce genre d'argumentation. Parce que l'idée, c'est toujours, encore une fois, de trouver un avantage évolutif à une préférence physique. Voilà, là, accrochez-vous à vos slips, parce que les choses sont très nuancées. Il est vrai que les femmes avec des tailles fines sont en moyenne plus jeunes. Parce que c'est en partie lié au profil hormonal qui change avec le temps. On vieillit, les hormones s'adaptent, la silhouette s'épaissit un petit peu, c'est normal. Là pour le coup, on peut dire c'est naturel. Et il est vrai que l'âge est aussi lié à la fertilité. Une femme de 40 ans est moins fertile qu'une femme de 20 ans, c'est comme ça. Et effectivement, le rapport taille-hanche le plus bas est plutôt observé chez les femmes en fin d'adolescence. Donc, on pourrait penser que l'explication tient la route. Sauf que, le pic de fertilité d'une femme, eh ben il est pas à l'adolescence. Et oui, je sais, ça va à l'encontre de tout ce que vous pensez savoir, mais en fait, c'est hyper dur à mesurer parce qu'il y a trop de variables en jeu, genre la qualité du sperme du donneur. Mais en gros. Oui, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Par exemple, celui que j'ai donné tout à l'heure, le risque de trisomie. Il y a la taille des hanches, qui devient plus ou moins définitif entre 20 et 25 ans. Je donne une grosse marge. Voilà, je dirais entre 20 et 25 ans, c'est entre guillemets l'idéal. Mais ça ne veut pas dire qu'à 26 ans, les meufs sont jetées ou à 19 ans, elles ne sont pas prêtes. C'est un gros intervalle, en gros, voilà, qui concerne 80-90% des femmes, on va dire. Pour voir l'âge. Il y a très peu d'hommes qui kiffent les adolescentes. Ça dépend de ce qu'on veut dire par adolescente. Est-ce que 19 ans, c'est une adolescente? Est-ce que 20 ans, c'est une adolescente? Voilà. Évidemment que dans le cas d'une grossesse, c'est plus safe d'avoir une femme enceinte à 22 ans qu'à 15 ans. Elle a des hanches qui ne sont pas finies. Il y a plein de choses qui ne sont pas finies quand je suis une meuf de 15 ans. Une meuf qui a moins de 18 ans, lorsqu'elle est enceinte, c'est une grossesse à risque. Voilà. De ce que j'ai pu en lire, la majorité des études s'accordent aujourd'hui autour du fait que le pic de fertilité des femmes serait entre 20 et 30 ans. Et en fait, c'est ben... Voilà, entre 20 et 30 ans, je suis d'accord. Pour voir large. C'est pareil pour l'indice de masse corporelle et pour le poids. Il y a plein d'études qui contredisent l'idée que la fertilité est associée à la minceur. Ils suggèrent plutôt qu'il n'y a pas vraiment d'avantage évolutif à préférer une femme mince. Le goût pour les femmes bien en chair à la Renaissance, mais aussi dans plein d'autres cultures. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle bien en chair, voire ronde. Il y a quand même un intervalle, vous voyez, lorsqu'on dit qu'à la Renaissance, les hommes aimaient bien les femmes bien en chair. Ça ne veut pas dire qu'ils aimaient les femmes avec un IMC à 30, quoi. Je pense que lorsqu'ils disaient bien en chair et lorsque c'était illustré, c'était des femmes avec un IMC, on va dire, de 24, 25, quoi. Entre 20 et 25, on considère que c'est en bonne santé, vous voyez. Alors 24, 25, c'est donc la limite haute, mais c'est encore des gens qui sont en bonne santé, quoi. 20, 25, c'est quoi? C'est une meuf aujourd'hui qui est thick, un poil chubby, mais il n'y a pas de risque sur la santé. Et comme je l'ai dit, le cahier des charges des critères de beauté était certainement très grossier à l'époque. On raisonnait de façon certainement un peu plus binaire qu'aujourd'hui. Est-ce qu'elle mange un enfant ou pas? Allez, on continue. Et il fallait certainement se projeter dans l'avenir pour faire des réserves. Plein d'autres époques prouvent assez clairement que la préférence pour ce type de corps en particulier est avant tout culturelle. Et vous savez ce qui est culturel aussi? La masculinité. J'ai un peu aux commentaires. Sur n'importe quel sujet en lien avec la génétique évolution, les gauchistes démontrent ces études pour faire prévaloir le socio-constructivisme, car la génétique est limitante et pas de contrôle dessus. Les gynécos alertent souvent les femmes que la fécondité diminue en flèche vers la fin de la vingtaine et qu'il faut souvent 1 an d'essai à 35 ans pour tomber enceinte. C'est vrai. Entre 20 et 30, ça reste la jeunesse, les plus... On a juste tous les allèles qui réagissent l'attirance vers les jeunes. Ok. Allez, on continue. Est-ce que vous savez qui c'est ce gars? Bon, normalement, si vous avez eu les mêmes cours à l'école que moi, vous avez directement reconnu la dégaine de notre cher et tendre Louis XIV. Slay. Alors dites-moi si je me trompe, mais clairement, on n'est pas actuellement sur un idéal de masculinité tel que nous on la conçoit aujourd'hui. Louis XIV, c'est un roi guerrier qui personnifie la force et l'élégance de son temps. Mais normalement, vous comme moi, tout ce qu'on voit, c'est juste sa perruque et ses guibolles. En revanche, eh bien, cette représentation, là, c'est lui et sa cour qui va donner le ton pour toute l'Europe dans les décennies qui vont suivre, en termes de style. Pour affirmer son pouvoir face aux revendications de la noblesse et l'empêcher de... Et je suis d'accord que
tout ce qui est style, apprêtement, c'est-à-dire les vêtements, la coiffure, tout ça, c'est beaucoup plus culturel, environnemental que ce qui est lié au corps lui-même, la constitution, la génétique. Voilà, quoi. Il y a une plus grosse part de subjectivité dans l'apprêtement, les vêtements, les coiffures. Il y a moins de subjectivité lorsqu'on parle des corps, de la constitution. Allez, continue. Comploté, Louis XIV attire les nobles à Paris, puis à Versailles autour de lui. Il devient aussi le seul à donner des grâces et des domaines, donc pas le choix, il faut trouver comment lui plaire. En gros, sa cour, c'est que divertissement sur divertissement, fêtes somptueuses l'une après l'autre, etc. Parce que ça tient occuper les nobles, qui ne pensent plus vraiment à comploter s'ils sont occupés à s'amuser. En gros, les nobles se retrouvent enfermés dans une sorte de cage dorée avant même de comprendre ce qui leur arrive. Ça me fait vraiment penser au fameux du pain et des jeux des Romains, mais en version pour les plus puissants, quoi. Dans une société où chaque comportement est contraint par l'étiquette, les apparences déterminent le rang social et la position à la cour. Il y a même des lois somptuaires qui interdisent aux bourgeois de porter les mêmes étoffes que les nobles. Il est donc capital de suivre les modes qui parfois ont beaucoup plus à voir avec des défauts des souverains qu'autre chose d'ailleurs. Un exemple très connu, c'est la fameuse perruque qui aurait été adoptée d'abord par Louis XIII parce qu'il était gêné par sa calvitie. Et Louis XIV, étant de petite taille, avait trouvé comme méthode pour s'agrandir des perruques très hautes et des chaussures à talons qui sont par la suite devenues à la mode. Tout le monde a suivi. C'est limite comme au collège ou au lycée en fait. La mode est autant un moyen de représenter son rang que celui d'attirer l'attention et de plaire au souverain. Et pour les femmes, et ben là c'est capital. Leur apparence peut littéralement jouer en leur faveur. Le portrait de Marie-Louise de Parme est un super exemple de l'importance du paraître à l'époque. Même les enfants devaient respecter les codes du rang de leurs parents, et sur ce tableau, Marie-Louise, petite fille de Louis XV, n'a que 14 ans. Elle porte une robe à la française avec des baleines qui amplifient ses hanches et un corset qui met l'emphase sur sa gorge. Comprenez, gorge. De nombreux bijoux viennent compléter ce look. Et par contre, là où c'est intéressant, c'est que elle a beau n'avoir que 14 ans, on observe quand même que elle a des cheveux blancs, enfin gris. Ce qui est quand même assez étonnant sur une enfant de 14 ans. Plusieurs pistes pour expliquer. On peut imaginer que déjà c'est un marqueur de statut. Le blanc et par association le gris est un marqueur de pureté de l'âme, mais aussi le témoignage irréfutable de noblesse et de raffinement. Mais ça pourrait aussi tout simplement être expliqué par la lubie d'une ado de 14 ans qui trouve ça giga stylé les cheveux blancs. C'est exactement comme aujourd'hui, des fois faut pas chercher plus loin. Ça c'est aussi un héritage de la mode des perruques initiée au XVIIe siècle et de la manière dont on s'occupait des cheveux à cette époque-là. En fait à l'époque pour entretenir les perruques et les cheveux, on les lavait pas juste à l'eau, on les aspergeait avec des poudres. Par exemple ça pouvait être de l'amidon, on pouvait associer parfois aussi à des parfums pour que ça sente bon. La plupart des poudres sont naturellement blanches, c'est pour ça que souvent les cheveux étaient blancs, mais on pouvait aussi trouver un petit peu des fois des poudres colorées, soit pour coller avec sa couleur naturelle, soit pour carrément ajouter une touche de fantaisie. Il y a même eu pendant une période la mode des poudres et des poudres bleues. Néanmoins, les poudres les plus utilisées étaient quand même le blanc et le gris, preuve que c'était la couleur la plus recherchée. Pour le teint, le blanc c'est toujours un petit peu la même histoire. C'est la preuve que on n'a pas besoin de travailler, ce qui différencie les classes sociales. Et de manière plus pragmatique, la pureté du teint est aussi particulièrement prisée parce que les maladies de peau sont assez monnaie courante à l'époque. Le blanc de céruse, qui est à base de plomb et donc toxique, était appliqué en couche parfois très épaisse sur le visage, mais aussi sur le cou et la gorge. Certains dessinaient même des veines bleues au crayon pour mettre en évidence leur sang noble. Tout ce blanc prend de telles proportions qu'il faut rehausser le visage avec du rouge, sinon ça fait vraiment fantôme. Et donc on trouve ainsi les premières recettes de rouge qui apparaissent au XVIIe siècle pour ajouter un petit peu de contraste. J'avoue que c'est assez difficile à concevoir aujourd'hui, mais vraiment il faut s'imaginer que les gens à l'époque, hommes et femmes, devaient ressembler à des sortes de poupées de porcelaine. Il y en a pas dans ce tableau, mais par exemple, on pouvait terminer le look avec, vous savez, les petites mouches, des espèces de petits bouts de tissu noir qu'on dépose sur le visage à des endroits clés pour imiter des grains de beauté. À cette époque, il faut quand même imaginer que la beauté est clairement instrumentalisée par les dynamiques de la cour, comme on l'a dit. Mais en même temps, le XVIIIe siècle amène les lumières et marque une rupture définitive avec la manière de concevoir le monde et la beauté. Voltaire le souligne d'ailleurs assez bien, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Un point central depuis le début de cette enquête et que je tenais à souligner ici, c'est que parmi toutes les œuvres du parcours de toute beauté du musée du Louvre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il y avait clairement un biais européen dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Et à ce sujet, il y a une dernière œuvre qui en dit très long sur notre rapport occidental au beau. À l'origine du 19e siècle, Marie-Guillemine Benoît, femme et peintre, expose son nouveau tableau représentant Madeleine, la servante de son beau-frère. C'est un des premiers portraits de l'Académie française représentant une femme noire sans les stéréotypes associés à sa condition. Ici, on est hyper loin de la vision colonialiste habituelle. La posture, l'expression, le regard de cette jeune femme nous donne juste tout simplement envie, en tant que spectateur, d'observer sa dignité et sa beauté. C'est tout. Faut remettre dans le contexte de l'époque, mais en fait, elle n'est pas là dans ce tableau en tant que femme noire, mais simplement en tant que muse d'un portrait, parce qu'elle est jolie. Ce tableau est selon moi une des nombreuses graines d'une révolution, semée bien avant l'arrivée du changement. Et c'est Bon alors, c'est un beau tableau dans le sens qu'il est bien fait, mais il faudrait demander aux hommes, est-ce qu'elle vous donne envie de vous reproduire avec elle? Je vous montre le tableau. Je ne sais pas. Oui, c'est un peu comme la Joconde, quoi. Moi, je trouve que c'est un tableau qui a une belle composition. C'est bien fait. C'est bien fait. Il y a beaucoup de détails, tout ça. Mais la meuf de la Joconde, Mona Lisa, je sais pas si elle me fait border, quoi. C'est cette question qu'il faut se poser, en fait. Il n'y a rien de plus sincère que est-ce que l'homme a envie de s'en reproduire avec. Voilà. Je me le demande. Allez, on continue. Par exemple, supposons que je suis Léonard de Vinci. Je veux faire un tableau de ma voisine. Voilà. Je veux faire un portrait le plus fidèle de ma voisine. Ça veut pas dire que je considère que elle, c'est mon idéal de beauté, quoi. C'est peut-être pareil pour l'auteur de cette œuvre. Il dit que lui, l'auteur, considère que cette femme, c'est son idéal de beauté. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être qu'il voulait juste faire une représentation fidèle, quoi. Voilà, et réaliste. Allez, continue. Je ne te fais pas border. Je parlais de ça. Enfin, je ne sais pas. Allez, continue.
une des nombreuses graines d'une révolution semée bien avant l'arrivée du changement. Et c'est intéressant à observer, depuis une époque comme la nôtre où la beauté est aussi multiple et diverse. Le sujet de la beauté et du rapport au corps m'a toujours personnellement fasciné. Comment chaque époque, chaque culture utilise des normes différentes pour s'individualiser tout en marquant son appartenance à un système de pensée. Et je vais vous dire, au plus j'en apprends sur le sujet, au plus je réalise à quel point tout ça est tellement subjectif. Et là ça sonne hyper bateau, mais quand on le conceptualise, ça fait vraiment un petit mindfuck. Autant mettre les pieds dans le plat tout de suite. Comme on l'a dit un petit peu avant, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, avec sa culture, ses goûts et son vécu. C'est d'ailleurs exactement ce qui est mis en avant dans la collection de ce nouveau parcours du Louvre. Chacune d'entre elles représente un véritable point de bascule sur l'évolution des sociétés. Les pratiques de beauté et l'apparence sont très loin d'être de simples sujets futiles dont on moque la vacuité. Ou alors vous pouvez le faire, mais c'est un peu nul en fait. Parce que, en vérité, ce sont de véritables marqueurs civilisationnels, un miroir des enjeux sociétaux et culturels qui traversent les époques. Et dans ce cadre, la beauté est un outil pour revendiquer une appartenance ou pour se singulariser. C'est une constante de l'humanité. Et pourtant, parfois, j'oublie. Parfois, quand je lis des commentaires qui m'interpellent parce que j'ai grossi ou qui m'indiquent par la même occasion que ce serait quand même une super mauvaise chose que j'ai grossi, j'oublie que c'est pas grave, que ça compte pas. Aussi, quand certains me soulignent des détails de mon corps ou de mon visage que j'avais jamais observé avant, tout en me disant que en gros c'est pas bien, ça devient parfois impossible à les ignorer. J'oublie qu'avant tout, je ne suis pas modèle, je ne suis pas mannequin. Je n'existe pas dans cette société pour être jolie et que mes aspérités physiques, s'il y en a, sont aussi le témoignage de ma force et de ma résilience. Chacun de ces défauts qui sont moqués sur internet, chacune de mes cicatrices, chacune de mes imperfections est le reflet de ce que j'ai traversé et de ce qui m'a façonné. Nos corps racontent aussi nos histoires, parfois mieux qu'on ne saurait le faire de vive voix. S'il y a bien une chose à retenir dans cet épisode, c'est à quel point la beauté dans l'histoire a été diverse. Ce qu'on a jadis adoré peut être aujourd'hui considéré comme dégoûtant par certains. Mais sur quelle base? C'est ok, j'imagine, d'avoir ses propres critères de ce qui est considéré comme beau. Il faudrait qu'elle quantifie ce qu'elle veut dire par la beauté subjective. Est-ce que pour elle, c'est subjectif à 100%? Est-ce que c'est subjectif à 15%? Est-ce que c'est subjectif à 80%? J'aimerais bien avoir un avis chiffré de la part de subjectivité qu'elle estime à la beauté. Je ne sais pas. Du moment qu'on comprend aussi que ces critères sont totalement subjectifs et ne représentent en rien une vérité qu'il faudrait aller hurler sur la personne devant nous. La beauté n'est pas totalement subjectif. Bon. Peut-être que j'y colle des propos qui ne sont pas les siens, mais lorsque j'entends totalement subjectif, j'ai l'impression que c'est 100% subjectif, que c'est presque du hasard. Il reste 3 minutes de vidéo. Universelle, elle n'est pas biologique, elle n'a rien de tout ça, et on l'a vu aujourd'hui, la plupart des études de psychologie évolutionniste qui essaieraient de le démontrer ne tiennent pas la route. La beauté est en réalité purement et complètement culturelle, sociale. Notre histoire a très largement influencé notre perception actuelle du beau, y compris de son propre rapport à soi. Vos critères, votre perception de est-ce que vous trouvez cette personne jolie ou non, sont totalement biaisés par votre culture, par votre éducation, par votre époque. Et c'est quelque chose que je voudrais vous partager. On vit malheureusement dans une période où le rapport au corps est omniprésent et inévitable pour tout le monde, homme comme femme. On le sait, c'est vraiment ce qu'on réalise en faisant le parcours du Louvre, mais toutes les époques ont eu un rapport à la beauté et à la mise en beauté. En revanche, à notre époque, ça a pris une place mais juste considérable et quasi inédite par rapport au dernier siècle, ce qui rend parfois très compliqué le fait d'avoir une approche apaisée à son propre corps. Une chose qui m'a beaucoup aidé quand je recevais ces messages de critiques sur mon propre physique, etc. en 10 ans d'internet, ça a été d'arrêter de me voir comme un simple corps pas assez parfait à vos yeux ou à mes yeux ou à nos yeux, mais plutôt d'essayer de me percevoir comme une illustration, comme une représentation, une peinture de ma propre histoire. Et ça tombe bien parce que j'adore l'art, j'adore les représentations de beauté, j'adore peindre. Mon corps, avec cette façon-là de concevoir les choses, existe alors simplement pour illustrer mon récit. Et ce récit, moi je l'aime beaucoup. Chacun et chacune porte en lui une grâce particulière, un éclat singulier qui, pour qui sait regarder, est la plus belle des vérités. Nous sommes tous et toutes de potentielles muses pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Je terminerai simplement cet épisode en vous conseillant une nouvelle fois très chaleureusement d'aller expérimenter par vous-même ce nouveau parcours du Louvre en collaboration avec L'Oréal Group sur notre rapport au beau dans l'histoire. Et là je pense notamment aux étudiants ou tout simplement les personnes qui sont hyper curieuses de nature parmi vous. S'il y a une exposition entre guillemets à faire, c'est vraiment celle-ci. Elle est très complète sur le sujet et par ailleurs comme je disais, elle est encore valable pendant 3 ans, donc vous avez le temps lors d'un prochain passage à Paris par exemple. Bon, c'est la fin de la vidéo. Donc, si je devais donner mon avis nuancé sur est-ce que la beauté est subjective ou pas, comme j'ai dit, pour moi c'est genre un nombre un petit peu au hasard de mon cul. Hein. C'est 85% objectif, 15% subjectif. C'est peut-être 90-10, c'est peut-être 80-20. Mais il y a énormément d'éléments de réponse, énormément de données qui, je pense, appuient mon affirmation. C'est par exemple, on a juste à faire une expérience Tinder, quoi. Voir la répartition des matchs entre tous les utilisateurs hommes de Tinder. Il y a des hommes qui mettent d'accord, il y a des hommes qui sont ignorés par 99% des femmes. Et c'est pareil pour les femmes aussi, par rapport aux hommes. Il y a 1% des profils Instagram qui concentrent plus de 95% des abonnements de tous les comptes Instagram du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si on devait parler spécifiquement de l'âge, il y a les facteurs de risque. La probabilité d'avoir un gosse qui a une trisomie 21 avec l'âge de la femme. Il y a aussi des pathologies qui sont liées à l'âge de l'homme. Mais comme je l'ai dit, il y a une pondération qui est moindre si on la compare à la pondération de l'âge de la femme. Évidemment aussi que le statut social de l'homme, qui est souvent corrélé avec son âge, influence aussi le développement de l'enfant, évidemment. Donc les femmes font des compromis lorsqu'elles choisissent un homme. Mais idéalement, elles préféreraient quand même avoir un homme jeune et à la fois puissant. Ça, on peut pas tout avoir dans la vie, donc on doit faire des compromis. Les esclaves, à une époque où l'Occident ne dominait pas le monde, certains phototypes étaient plus plébiscités que d'autres. Par exemple, on peut même faire des sondages en 2025. Quelle est la couleur des yeux que vous préférez?
Et on remarque que les yeux clairs mettent plus de monde d'accord que les yeux marrons. Par exemple, c'est un exemple. C'est aussi pareil pour les cheveux clairs, qui mettent plus de monde d'accord que les cheveux noirs. Je répète encore, les avis des gens qui ont vécu il y a 300 ans, 500 ans, voire plus de 1000 ans, qu'est-ce que ça vaut par rapport à nous qui voyons défiler plus de 500 visages en 1 heure devant nos yeux, quoi. Et souvent, dans les œuvres artistiques de ces gens qui ont vécu il y a plus de 300 ans, 500 ans, 1000 ans, ce n'est jamais accompagné d'un texte où l'auteur dit clairement ça, c'est ce que je considère comme ce qui est le plus beau. Et de toute façon, même si on avait ces textes-là, que vaut son avis, quoi? Dans son champ de vision, il n'y a pas eu tant d'êtres humains que ça qui sont passés dans son champ de vision. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur cette vidéo de Charlie Danger. Ou Abella Danger. Je plaisante. C'est pas méchant, hein. Je dis pas ça méchant. Bref, tout ce que je viens de dire là, c'est condensé dans ma vidéo de 8 minutes, qui a plus de 2 ans maintenant. Je la remets à l'écran si vous voulez. C'est cette vidéo-là. Je vous enlève les sous-titres. Ah, c'est pas cette vidéo. C'est objectif. Voilà, c'est cette vidéo. Blackstar écrit objectif au niveau du consensus d'un très grand nombre de gens. Oui, c'est vrai, voilà. C'est l'argument ad populum peut nous permettre de définir ce qui est beau. Subjectif au niveau de l'individu. Oui, il y a une certaine subjectivité au niveau de l'individu. C'est qui est certainement aussi lié à ce qu'il pense qu'il y est accessible. Voilà. C'est comme l'exemple que je vous ai dit. Vous êtes dans la rue. Vous avez pour objectif d'aborder une meuf, ok, et de la draguer. Vous voyez défiler devant vous une meuf qui est 9 sur 10 et une meuf qui est 6 sur 10. Si vous êtes vous-même un mec qui vaut 6 sur 10, il se peut que vous rationalisez en vous disant que la fille 6 sur 10 a un truc qui fait son charme, ou des choses comme ça, ou des conneries de ce genre. Parce qu'en fait, vous avez peur du rejet de la meuf qui vaut 9 sur 10. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au moins, un bel live plus profondément dans le sujet. Ah, je ne sais pas. Oui, bref. Voilà, quoi. Souvent, on essaie de rationaliser des gens qui ne sont pas parfaits, parce qu'on sait qu'il y a certains niveaux de beauté qui nous sont inaccessibles. On va rationaliser des gens qui valent 6-7 sur 10, on va dire qu'ils ont du charme. Elle est marrante, elle est intelligente, des choses comme ça. Alors que, par exemple, DiCaprio, comme je vous l'ai dit, lui, comme il a accès à toutes les femmes, je pense que pour lui, il n'y a aucune femme qui est trop belle, voyez. Ça n'existe pas des femmes qui sont trop belles. Pour des gens qui y ont accès. Voilà. Pour des gens qui ne connaissent pas le rejet. Le charme, c'est quand t'es beau avec un petit défaut. Effectivement. Et un petit défaut qui te rend accessible. Voilà. Un petit défaut parmi plein de qualités. Et qui finalement est rationalisé par ce qu'on appelle le charme. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et vous montrer ce soir. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter à mon propos? Je pense que c'est tout, quoi. Ouais, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Regarde mes notes, vite fait. Trisomie 21, j'ai dit. Test Tinder, j'ai dit. Dans les 30% des hommes, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 2 fois plus de mères que de pères. Voilà. Souvent, on trouve des ratios du genre entre 30 et 40% d'hommes ont eu une descendance et entre 40 et 80% des femmes ont eu une descendance. Les bébés discriminent la beauté, ont les mêmes avis que les adultes sur ce qu'est un visage beau. Et voilà, quoi. Et sans parler des esclaves qui, depuis que l'esclavage existe, si on arrive à donner une date de début peut-être, avant même que l'Occident ne domine le monde, il y avait certains phototypes, certains traits pour lesquels les acheteurs d'esclaves étaient prêts à payer plus. Montre une photo de ces mecs si t'en trouves. Ah, je ne sais pas qui sont les mecs de Charlie Danger, et c'est certainement sa vie privée. Mais il paraît qu'elle est sortie avec Léo Grasset, je ne sais pas. Mona Lisa écrit, j'aime trop la petite bidoche. Oui, mais la bidoche a son charme lorsque la bidoche, c'est un défaut noyé dans une dizaine d'autres qualités. Voilà, le truc beau. Un défaut parmi plein de caractères beaux. Il n'y a pas de vraie beauté, il y a votre beauté. Un strabisme mignon. Ouais. Bon, ce sera tout pour ce soir. Je vous dis à bientôt pour un autre stream, très bientôt.
Merci pour votre présence, votre attention, votre participation. Merci à Kudos, merci à Mona Lisa, merci à Blackstar92, merci à Paf Paf le vrai, et à tous les autres. Bonne nuit, bonne soirée. Voilà. À plus. On va terminer par une chanson. Ok, je vais vous mettre une chanson. Qu'est-ce qu'on va mettre comme chanson? Voilà, j'ai mis la MP3. J'ai pas mis le clic. On va terminer par une chanson de Hadith. Ok, une seconde. Amir Sad raconte Père en testament. À plus. Le messager d'Allah donnait le commandement. Tuer les geckos, sales petites créatures, nuisibles et traîtres, finissant d'éclaboussures. Les geckos se cachent sous les vieilles pierres, petits reptiles traqués par les prières. Ordre divin dans ce monde cruel, les geckos susurrent cachés dans le ciel. Geckos tremblent, les nuits sont comptées, le message se répand, la chasse est lancée. Amir said the ghost of his old man. Geckos beware that in Allah's plan. Abu Huraira répète selon l'encontre d'Allah. Celui qui tue un gecko du premier coup recevra évidemment récompense au paradis. Yes, si tu en 2 coups ce sera médaille d'argent. Oh, même en 3 coups à la fin sera à toi. Celui qui one-shot un gecko aura 100 houris. En 2 coups t'auras moins mais t'auras de quoi t'amuser. En 3 coups t'inquiète, Allah aura quelque chose pour toi. Geckos tremblent, les nuits sont comptées, le message se répand, la chasse est lancée. Amir said and the ghost of his old man. Geckos beware that in Allah's plan. Celui qui one-shot un gecko aura 100 houris. En 2 coups t'auras moins mais t'auras de quoi t'amuser. En 3 coups t'inquiète, Allah aura quelque chose pour toi. Alerte au Google. Allez, à plus.